Alors bonjour, bienvenue à la première émission de FPV Freak KRC. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nouveaux produits DJI que nous avons eu la chance d'essayer. Nous allons avoir aussi une capsule Freakbuster, qu'on va parler de choses dangereuses avec un invité spécial aujourd'hui. Puis à l'instant, je vais vous présenter mon équipe. Alors, on a Martin Laporte avec nous ici aujourd'hui. Salut Martin, ça va? Ça va bien, en forme pour la première? Ouais. Daniel Gervais, notre caméraman. Maintenant, je vais vous présenter mon équipe technique. Notre équipe technique, pardon. Alors, ici, notre aiguilleur avec le directeur de l'émission, Carl Tremblay et Christian. OK, stand by pour le Mavic. On va vous présenter à l'instant le Mavic de DJI. Stand by pour le Mavic dans 3, 2, 1, cue. Je vous présente le nouveau Mavic Pro, un nouveau concept de DJI, un drone de poche avec mini radio-commande et caméra 12.71 mégapixels qui donne une résolution d'image 4K et un vidéo bitrate de 60 mégabits par seconde avec un peu de latence malheureusement. Le tout vient avec capteur de collision 360 degrés et GPS et GLONASS qui donne une stabilité incroyable. Un temps de vol de plus ou moins 27 minutes et une portée de 13 km. Le tout vient avec un kit d'hélice de rechange et un chargeur. Bientôt en magasin chez AMRRC de Boucherville. Alors, c'était le Mavic. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour l'essayer. Un gros remerciement à Patrick Côté qui m'a prêté son Mavic. J'ai trouvé que c'était une machine vraiment extraordinaire. Beaucoup plus stable que les autres concepts qui ont été présentés. Ensuite de ça, on va vous présenter le Phantom 4 Pro, que je n'ai pas eu la chance d'essayer longtemps non plus, mais avec de nouvelles caractéristiques vraiment super. Alors, on vous présente ça à l'instant. J'ai le privilège d'avoir le Phantom 4 Pro ici entre les mains. Wow! Une merveille, encore une fois, DJI nous sort un drone vraiment spectaculaire. J'ai la chance de le voler, je l'ai essayé. Beaucoup de nouvelles caractéristiques de fonctions. Encore là, DJI se surpasse avec cette machine-là. Les nouvelles fonctions dans l'application, des fonctions vraiment bien développées. Le Tap Fly, l'Active Track, le Follow Me aussi qui est beaucoup plus développé que la première version. Il peut nous suivre sur 360 degrés cette fois-là. La coquille, beaucoup plus résistante que celle du Phantom 4 standard et du Phantom 3. Redessinée aussi. Mais encore là, DJI se sont surpassés en mettant des capteurs de collision sur les 4 côtés du Phantom. Donc, pour les gens qui commencent avec un Phantom 4 comme première machine, ça va être beaucoup plus sécuritaire pour vous. On va esquiver les murs et les arbres avec ça. Sur la manette, nouvel écran. Plus besoin de mettre sa tablette ou son téléphone. Grosse amélioration chez DJI. Plus de fil. Vraiment une réussite encore là. Pour ce qui est du Lightbridge 2, avec 100 mégabits seconde, donc une meilleure transmission vidéo. La caméra, épouvantable, sont rendus avec du 18 mégapixels à la place du 13. On a fait des tests avec chez FPV Freak KRC, on a été étonnés des résultats. Donc, ce drone-là, sur une note de 5, je lui donnerais 4.5. Le 0.5, parce que je ne donnerais pas une perfection, il n'y a pas de drone parfait. Mais pour moi, je n'hésiterai pas à vendre mon Phantom 4 pour acheter ce nouveau produit-là. Donc, c'était la présentation du Phantom 4 Pro. Maintenant, l'Inspire 2, le drone très attendu de tous et toutes.
L'Inspire 2 qu'on a eu aussi la chance de voler au tournage de la présentation de DGI. Ils sont venus au Québec tourner pour le lancement de promotion. J'ai eu la chance de le voler toute la journée. J'en ai craché un. Oh mon Dieu, je me sentais pas bien. Mais les producteurs de DGI trouvaient ça drôle, eux autres. C'était des versions à l'essai, donc c'est pas toutes les fonctions dans l'application qui fonctionnaient. On les a tous testés, par exemple. C'est sûr que là, les bêtas sont terminés. Les versions qui sont sorties sur le marché sont à date, sont très performantes. Les GPS GLONASS, les caméras X5R, c'est vraiment une machine professionnelle pour les gens qui vont s'en procurer. C'est un Inspire 1 amélioré, plus résistant et tout. On va vous le présenter à l'instant. Le tout nouveau Inspire 2, redessiné avec une nouvelle caméra 4K X5R et une gimbal 3D X5S. Nouvelle caméra FPV avec mouvement de haut en bas. Nouveau moteur nouveau ESC pour plus de puissance. 2 piles pour plus d'ampérage, mais la même autonomie de vol, soit une vingtaine de minutes. Les bras en carbone de plus grand diamètre et plus résistants. Les nouvelles fixations d'hélice, une amélioration nette. Capteur GPS et GLONASS assistés pour une meilleure stabilité. Des capteurs de collision sur tous les côtés, sauf à l'arrière. Le système Lightbridge 2, 100 mégabits seconde. De nouvelles hélices de plus grande dimension. De tout nouveaux modes de vol dans l'application. Donc, un Inspire 1 très amélioré. Donc, c'était la présentation de l'Inspire 2. Alors, comme je vous ai dit, on les a eus avant tous. On n'avait pas les spécifications. On va faire des petites capsules avec plus de détails dans les mois à venir. J'ai vraiment adoré l'expérience pour le tournage de DGI. C'était vraiment un plateau comme à Hollywood avec des cascadeurs et tout. C'était une belle expérience pour notre équipe. Maintenant, la capsule Freakbuster, c'est comme Meatbuster. Je ne sais pas si vous connaissez Meatbuster. C'est des gens qui testent, qui font des expériences avec les demandes des spectateurs. On va faire à peu près la même chose, nous aussi. Si vous avez des demandes à nous faire, tester des freins, des moteurs, mettre à l'épreuve des ESC, on va le faire. Vous avez juste à nous écrire ou nous poser la question directement en ondes. C'est une émission live, donc vous pouvez nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête concernant le domaine du RC. Aujourd'hui, pour la capsule Freakbuster, on a avec nous Gabriel Cocher, qui est un pilote de drone qui est allé à Dubaï, à Hawaï, un des meilleurs au Canada, qui vient aux événements de Multirotor Event aussi. On a la chance d'avoir avec nous. Salut Gab, comment ça va? Salut Pat, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir, Gabriel. On a entendu parler de la mauvaise expérience que tu as eue justement avec les piles LiPo. On est très désolé de ça. En même temps, ça donne aux gens la chance de voir, pas la chance, mais de voir comment c'est dangereux une pile LiPo. Donc, qu'est-ce qui serait bien de faire pour prévenir justement le feu d'une pile lithium polymère? Oui, donc ces piles au polymère de lithium, c'est vraiment un problème parce que avec le hobby qu'on fait tous, on a beaucoup de LiPo et on en charge beaucoup et on ne fait pas vraiment toujours forcément attention à comment est-ce qu'on les charge exactement. Il n'y a pas de normes vraiment très précises, il n'y a pas de consignes vraiment quand tu achètes une pile, on te dit vraiment il va falloir que tu fasses ça et comme ça. Donc chacun fait ça un peu comme il veut. Et donc moi j'estime que je suis quelqu'un qui charge relativement dans les normes s'il y en avait. Okay. Je fais relativement attention, je vérifie ma tension de cellule, je n'utilise pas des LiPo qui ont 3 ans d'âge. Mais voilà, il y a quelques petites astuces qu'il faut regarder. Par exemple,
Moi, je sais pas, moi j'ai même écrit toute une liste, juste pour être sûr. OK. Donc pour moi, la première chose qui est très importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui chargent, ils ne sont pas forcément propriétaires de leur maison, qui sont locataires. OK. Et qui ne savent pas, par exemple, le risque. Si on a des lipos chez soi, c'est important d'être assuré. Oui, une assurance, très important. C'est très, très important. Est-ce que tu étais assuré, Gabriel? Oui, j'étais assuré. Good. Bon, dans mon cas, l'appartement a pris feu et on a l'assurance qui nous aide avec ça. Mais si on OK. n'avait pas d'assurance, je ne sais pas. Y a-t-il une restriction par rapport aux assurances? Quand ils ont su que c'était une pile lithium polymère, est-ce qu'ils ont eu des réticences ou... À date, j'ai pas eu de nouvelles à propos de ça. OK. Ça devrait être couvert. Je veux dire, c'est un appareillage certes technique, mais je veux dire, on a des piles polymères, c'est les mêmes que dans les laptops, les mêmes OK, que dans exact. les téléphones. Donc c'est un risque contrôlé, on va dire. Qu'est-ce qui est arrivé chez toi, d'après toi? Qu'est-ce qui a causé le feu? Donc chez moi, c'est difficile de savoir, parce qu'au moment où donc on était là, avec ma blonde, on était dans une pièce adjacente où les piles étaient en train de charger. Et puis c'est l'alarme en fait incendie qui est partie. OK. Et au moment où je suis arrivé, il y avait comme toute une étagère qui avait pris feu. Il y avait 3-4 piles qui brûlaient. Puis j'ai essayé de sauver l'appartement. Vous pouvez voir mes mains par exemple. Je me suis brûlé au passage en essayant d'en jeter par la fenêtre. Mais j'estime en fait, je pense qu'il y avait une des piles que j'ai dû mettre pas en balance charge. Parce que j'avais une pile juste avant qui chargeait. Et elle n'était pas en balance. Puis après, j'en ai mis une autre. Et puis voilà, j'ai pas dû changer le mode. Et j'imagine qu'un défaut dans la pile, en fait, a causé ça. On a une question pour Gabriel. Oui? Ça ne sera pas long, Gab. On attend la question. Juste pour vous mentionner, c'est la première émission. C'est un petit peu un bêta. On essaie une nouvelle forme d'émission, donc ça se peut qu'il y ait des petits malfonctionnements comme ça pendant l'émission. Voilà la question. Quel contenant suggérez-vous pour remiser les lipos? Ouais. Alors ça, c'est... donc les risques principaux, en fait, avec les lipos viennent quand on les décharge et quand on les charge. OK. Donc le stockage, mettons, en lui-même, n'est pas vraiment une période très, mettons, dangereuse. Mais bon, cela dit, on préfère quand même avoir un stockage dans lequel on pourrait être 100% sûr. Mais donc il y a une chose qui est très importante à savoir, par exemple, un feu de lipo, ça ne s'éteint pas. Yann? Ouais, c'est... Les piles, même si une pile qui est en feu, si on la met dans un bac d'eau, elle va continuer à brûler même dans l'eau. Donc un extincteur ou tout ça, ça ne sert strictement à rien. OK. Ça va juste servir par exemple à limiter les dommages autour. Par exemple, si le mur commence à prendre feu, on peut éteindre le mur. Mais la pile elle-même, on ne peut pas l'arrêter. À cause que je pense qu'il n'y a pas de... Vu que c'est un feu chimique, c'est pour ça que même avec un extincteur, on ne peut pas l'éteindre. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, pour le stockage, les consignes, ou si on veut, l'astuce est la même. Il faut vraiment avoir un conteneur qui, par exemple en métal, par exemple une canne à munitions. Oui. C'est pas, je pense, les meilleurs qui soient parce qu'il y a peu d'oxygène qui peut rentrer, donc il ne peut pas y avoir vraiment de combustion et de flamme. OK. Tout ce qui va se passer, c'est que la pile va se consumer à l'intérieur et il y a la fumée qui va sortir. OK. Vu qu'on a un contenant, on peut le prendre et puis le mettre dehors et puis on va devoir le laisser brûler. Moi, c'est ça que j'ai. J'avais pris ça chez Préfère là, à Saint-Hilaire. C'est un surplus d'armée. C'est pas dispendieux. Puis moi, j'ai percé un trou dedans pour passer mes fils de balancer plug puis mes fils de charge. J'ai scellé ça avec une composite qui est anti-flamme. Puis j'ai charge dans ça maintenant. Je pense que c'est pas mal la meilleure solution. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent utiliser des sacs à lipo. Okay. Les sacs à lipo, c'est pas mal. Ça peut marcher, par exemple, pour les plus petites batteries. Mais je pense qu'on s'arrête, par exemple, à une 3S 2200 ou 3 cellules. Mais si on veut utiliser des batteries plus puissantes, plus grosses, si on veut mettre plusieurs batteries dans un sac, le sac va probablement pas tenir. OK. Comme les gens qui ont des 6S pour des gros hélicoptères ou des avions, des choses comme ça. Un petit sac de lipo, d'après moi, ça n'arrêtera pas le feu. Donc, ça serait peut-être préférable d'aller acheter un conteneur de balles, là, comme on parlait. Ça, c'est sûr. Et donc, comme autre chose importante, justement, donc on vient de parler que c'est dangereux. Donc, c'est très important d'être à côté d'une pile quand elle charge. Et donc, pas de charger, par exemple, pendant la nuit. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui branchent le lipo puis qui partent de la maison et qui les laissent charger? J'aimerais ça avoir
un avis de ça, faire un pourcentage de gens qui n'ont pas peur de ça, qui branchent le lipo, qui s'en vont de la maison. Donc, vous pouvez répondre avec un oui ou non. Vous allez avoir une barre à l'écran pour répondre à ça. On va faire un petit sondage. Puis ensuite de ça, j'aimerais ça voir les gens qui ont des sacs pour charger le lipo aussi. Donc, quand on aura fini ce sondage-là. Donc, ce qu'on peut voir à date, là, on a 13 % des gens qui branchent le pile et qui s'en vont de la maison. Alors, Presque 20%, là. c'est beaucoup quand même, hein? C'est vraiment... Moi, j'estime ça un risque vraiment à considérer. Oui. Ben, je suis d'accord, mettons ton laptop là, ou ton téléphone, ben, c'est bon, tu vas le brancher, tu vas sortir. Sauf que le laptop et le téléphone, eux autres, ils ont des dispositifs pour la charge qui sont faits pour ça. Tandis qu'une lipo, il y a beaucoup de lipo qu'on achète qui vient de la Chine. Les compositions, c'est peut-être fait plus rapidement, d'après moi. Alors... Je pense que le point important, c'est vraiment dans le charge, le balance charge, comme on appelle ça. C'est vraiment le fait qu'il faut brancher la batterie et que toutes les cellules soient surveillées par le chargeur. Comme ça, le chargeur, il voit par exemple qu'une cellule est surchargée ou qu'une cellule n'a pas assez de tension par rapport aux autres. Et c'est vraiment très, très, très important de charger en balance charge toujours. OK. Ensuite de ça, tu nous parlais tantôt, ce qui serait bien, c'est d'avoir un détecteur de fumée. Ah oui. Près des chargeurs, dans la même pièce, là, pour si jamais vous êtes dans une autre pièce de la maison, au moins vous allez avoir un détecteur de fumée pour vous prévenir. Par exemple, dans mon cas, je pense que si j'avais eu un détecteur de fumée juste à côté, je pense que ça aurait probablement sauvé la situation. Parce que le détecteur de fumée était en fait dans une pièce séparée. OK. Donc, ça a dû prendre, je pense, 1 minute à 2 minutes jusqu'à ce que la fumée se rende en fait à ce détecteur. Puis au moment, j'ai entendu, j'ai couru pour intervenir tout de suite. Mais je pense qu'une minute ou 2 minutes, là, ça laissait vraiment le temps d'intervenir et de faire ce qu'il fallait. Puis on peut voir les mains à Gabriel, là, il est quand même assez guéri, mais c'était beaucoup plus pire que ça là, quand c'est arrivé. Il a essayé de jeter les piles à l'extérieur. On ne peut pas vraiment éteindre ça, des piles lipo. Là. Moi, ce que j'avais vu, c'est un sac de sable, mais je connais pas beaucoup de gens qui ont un sac de sable à la maison proche de leurs piles. Alors, je pense comme conclusion, là, ça serait bien d'acheter une boîte de protection ou, à la limite, un sac là, protecteur pour les lithium polymères. Oui, donc ce qu'on avait mentionné, on avait dit s'assurer, très important. Oui. Une lipo, ça ne s'éteint pas, il faut vraiment faire très attention. Toujours en balance charge. Jamais la nuit ou partir ou laisser une lipo, lipo qui charge sans surveillance. Pendant qu'on dort, ça réveille mal, un feu de pile lipo. Voilà, c'est toute la maison qui brûle et les gens qui partent avec. Oui. C'est vraiment ça qu'on ne veut pas. Le détecteur à fumée, on a mentionné ça peut vraiment aider beaucoup. Et une autre qu'on n'a pas encore mentionnée, en fait, mais que je veux rajouter vraiment à la fin, qui est très importante, c'est, mettons qu'on a une lipo là, qui charge ici, là, sur le banc. Beaucoup de gens alors on a 10 lipos à charger, alors on va toutes les mettre là, comme ça, l'une à côté de l'autre, là, voilà, toutes bien alignées. Moi-même, je fais ça. Moi quand aussi, je j'ai reviens toujours de voler à l'extérieur, je branche mes 2 piles. J'ai à peu près 12 piles collées sur celle-là, alors s'il y aurait un feu, ça serait terminé. Il y en a une qui prend, c'est tout qui prend, et puis c'est 10 fois la quantité de fumée, 10 fois le danger. C'est vraiment très important de ne pas faire ça. Ouais, mon Dieu. Gabriel, je te remercie beaucoup de ta visite avec nous. Merci. Tu vas sûrement être présent à la prochaine aussi. On va vous parler de la prochaine émission tantôt. Maintenant, nous allons aller à une petite pause. S'il y a des gens qui ont des questions concernant les piles, posez vos questions, on va vous répondre après la pause.
Alors maintenant, nous allons voir la dernière partie de l'émission, c'est construction. À chaque émission, on va recevoir un invité. Bien, la première saison, c'est notre ami Yann Garzon. On va vous montrer comment construire un drone de course à partir des pièces jusqu'à la fin, la programmation et le vol. Alors, on va vous présenter ça immédiatement. Yann Garzon, comment ça va? Ça va bien, Pat, merci beaucoup. Propriétaire de Mini Quad Squad, ouais. Donc vendeur de pièces de drone. Alors aujourd'hui, Yann, on va montrer aux gens comment construire un drone de course du début à la fin. Choisir les bonnes pièces, quelles composantes ça prend de A à Z. Alors Yann, c'est quoi la première pièce importante qu'on doit acheter quand on veut se lancer dans le domaine du FPV? Bon, d'abord, je pense que les trois, bien, ça serait plutôt trois choses principales. OK. Donc, ça vaut la peine d'investir sur un bon chargeur. Un chargeur. D'autant plus que Gabriel, tantôt, il parlait justement de l'hypo. Oui, exactement. Fait que, idéalement, si on veut être capable d'accéder à nos lipos rapidement, là, ben, s'ils sont déchargés, puis on en a une douzaine, si on a un chargeur avec juste un canal, évidemment, c'est 12 fois le cycle qu'il faut faire. Donc, 12 fois 45 minutes, c'est quand même assez long. Oui. Si on est capable d'avoir un 4 canals, moi, je trouve que c'est plus sécuritaire que d'y aller en parallèle. Ou un 2 canals, mais on en fait 2 ou 4 fois plus. Je pense que les parallèles, les dates parallèles, c'est des causes de feu, ça aussi, parce que bien souvent, les gens se trompent dans la charge, puis dans l'ampérage. Je sais qu'il faut mettre le même ampérage, mais il faut additionner le voltage. Je pense, Gab, ça se peut-tu? Non. Non. C'est pas une bonne idée, non. On est mieux d'acheter un chargeur 4 piles, chargé, qui est conçu pour ça, comme un modèle comme ça se branche sur la voiture, comme on fait l'été quand on va aux événements. Bien souvent, on a des génératrices, mais il y a des gens aussi sur le terrain, ils branchent ça sur leur voiture. Ou une grosse lipo 4S de 15-20 000 ampères, OK. milliampères, là, on peut la brancher direct. On a une entrée ici, là, direct courant. Ah, parfait. Fait qu'on peut brancher une lipo sur ça aussi. Donc, première chose à acheter, qui est peut-être mieux de mettre un petit peu plus de budget, c'est un bon chargeur. Ouais. Ensuite de ça, mon Yann, excusez. Ce qui va avec, ça va être les lipos, en fait. Ben là, c'est sûr, présentement, on est pas mal dans le 4S, là, en général, là, OK. 90% de ceux qui vont faire du FPV Racing vont utiliser de la 4S. Puis maintenant, il y a des différents types de 4S. Il y a du graphène, différents types de lipo. Il y a de la graphène, puis il y a de la régulière. Puis ensuite, ben, ce qui est important, c'est le nombre de C de décharge. Je pense que maintenant, avec les moteurs qu'on a, les ESC, là, si on a des 25-30 C comme on avait il y a 2 ans, Ça serait fini. ça l'explose, ça pogne en feu en vol, c'est quasiment garanti. C'est quoi, Yann, la différence entre graphène et normal? En fait, la lipographène, ça va être un différent alliage à l'intérieur, fait que ça va permettre d'avoir une batterie qui va produire moins de chaleur à décharge. OK. Le nombre de cycles de charge est supérieur aussi. Donc, La elle va durée de vie. durer plus longtemps. Exactement. Puis on a une meilleure, OK. un meilleur décharge jusqu'à la fin sur le voltage, une meilleure stabilité. Ça. MQS, c'est une nouvelle marque, ça? Ou, Ça, en fait, c'est mon brand que j'ai fait manufacturer. Puis, Ah, c'est cool. Tes propres produits. Ça, ici, on parle de 80 C de discharge quand même. Donc, une décharge de 80 C, ça ici, ça va donner 80 fois l'ampérage de la pile si on lui demande. C'est bien ça, Gab, je pense? C'est exactement ça. Donc, les piles, Ensuite, choix important aussi. ben, en fait, on parlait de 3, mais c'est plutôt les 4 si on calcule les. OK, OK. si on investit sur des bonnes piles, un bon chargeur, déjà. Ensuite de ça, les radiocommandes. Oui. T'as la tienne aussi? Oui, j'ai apporté la mienne parce que moi, je l'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Spectrum, mais en tout cas, ça se discute pas les choix. Ça, c'est une Taranis avec un skin. Je sais qu'elle n'est pas belle, mais bon. L'important, c'est que tu l'aimes. C'est une des plus populaires, la Spectrum aussi. Pareil, bon, celle-là est quand même économique versus ses capacités, c'est-à-dire OK. en termes de canal. Taranis, c'est ça? Taranis de Freesky. Spectrum, c'est super connu. C'est une Ouais. des bonnes marques. C'est facile aussi d'accéder au menu. C'est facile à programmer. OpenTX, c'est un petit peu plus... Mais il y a plus de possibilités aussi. On peut même mettre de la musique, on peut mettre des photos. Ah, ouais. On OK. peut le personnaliser si on veut. Tu sais. Je sais que dernièrement, il y a quelques semaines, il y a un petit nouveau receveur qui est sorti, là, un receveur pour le Spectrum avec Télémétrie. la télémétrie comme Taranis. Donc ça va peut-être aider pousser les ventes un peu de Spectrum parce que Bien, on a des receveurs maintenant qui sont gros de 2 à 3 grammes. Là. c'est vraiment petit. Avec hein? la télémétrie, elle se bosse. Donc,
il faut que les manufacturiers s'y mettent pour être capables de rentrer ça dans une petite machine de 130 mm pour avoir la même information. Ben, je sais qu'il y a justement les petits drones là, de Horizon AB, les Blades, là, comme le petit Nano. Très populaire. Ça prend des petits receveurs dans ça. C'est du Spectrum. Ça nous amène au FPV, justement. Oui. Ça, vous pouvez avoir ça chez Hermès, ces petits drones-là. Je peux en acheter un, moi, parce que l'hiver, on s'ennuie beaucoup. Hein? Ça, je vole partout dans la maison. Il y a un nouveau VTX dans ça, en plus 25 mW. L'image, je l'ai fait essayer l'autre fois. C'est mieux que le Tiny Whoop. Oui. Ça a beaucoup d'évolution du côté d'Horizon AB avec ces petites machines-là. Ensuite de ça, les lunettes. Lunettes, ben, Spexman. J'ai amené les miennes. Moi, j'ai des Flight Sight, oui. 2 receveurs. Ce qui est le fun de ces lunettes-là, ce que j'aimais, c'est qu'il y a une caméra frontale, donc ça nous permet d'avoir ce qu'ils appelle picture-on-picture. Moi, je peux voir l'image de mon drone comme si j'aurais pas de lunettes et l'image projetée par le transmetteur vidéo. Donc, je trouve ça plaisant comme bidule. C'est du 40 canal race band, puis 16 par 9 l'écran. Avec une fan. Puis, ventilateur intégré, oui, exactement. C'est pas mal important. C'est pour ça que Fat Shark qui ont poussé le modèle avec des ventilateurs. Oui, avec les faceplates, le ventilateur, ça, c'est HD3. En fait, c'est la nouvelle qui vient de sortir. Ça, c'est les nouvelles versions. OK. Il n'y a pas une énorme différence, franchement, entre ça et HD2. OK. Je n'ai pas trouvé, mais bon. Nouveauté oblige, on les essaye. Exactement. Désavantage, par exemple, c'est que là, il n'y a pas de receveur avec. OK. Donc, il faut acheter des receveurs à part. C'est ça. Il y a différents choix sur le marché. Ça, c'est vraiment un mode externe. Ça, c'est la Forge Diversité. Même, je me suis même pas donné la peine de passer le fil à l'intérieur, mais on peut dissimuler tout ça. Mais ça, c'est un Diversité 40 canal. OK. Il y a une fan aussi, même chose. HD, c'est pas mal standard maintenant avec les optiques ajustables. L'imagine là-dessus, la même chose. Oui, non? même chose ici en dessous. Petit confort. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la maison? Qu'est-ce que vous avez comme modèle de lunettes? Qu'est-ce qui vous plaît? Ça serait le fun de savoir les gens avec de quoi ils servent. Ensuite de ça, Carl, on y va avec... Yann? Excuse-moi, Carl. Carl pense à moi, je pense. OK, on y va avec la base de ce qui va faire en sorte qu'on va choisir, en fait, toutes les autres pièces. OK. Le frame qu'on appelle en anglais, le mot populaire, c'est frame. Ouais, on va dire frame cadre. Le cadre. Dans tous les cas, en tout cas, on en voit dans différentes matières. Là, du G10, il n'y en a presque pas. Là, du carbone, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Ça, Carbone, c'est ce qu'il y a de 4 populaire. mm. Ça, c'est Machette. C'est fait par L Racing. Ça vient de Montréal, en plus. Ah, un petit fabriqueur de Montréal, c'est bien ça. Les produits du Québec. Ça, c'est pour un X. Fait que là, si on s'enligne sur un projet, la dimension est importante. Fait que là, ici, on a un 190 diagonale moteur à moteur. Ça, c'est la façon qu'on calcule la dimension du frein, moteur à moteur. C'est ça. Ça va faire en sorte qu'on va choisir les composantes moteurs hélices en fonction. Parce que là, on ne peut pas mettre des hélices de 6 pouces là-dessus. Non, évidemment. Ensuite, c'est quoi qui est plus populaire? J'ai remarqué dans le dernier événement, Gab, les frames en X, c'est avec ça que tu voles, toi, je pense, hein? Oui, c'est sûr. Puis, je pense que c'est ça qui s'en vient le plus populaire, du 180, 210, 210, 180. 220, mais bon. Moi, je trouve que c'est plus un phénomène de mode. OK. ouais. Va faire en fait. Beaucoup de frames seront assez similaires ou comparables et ça ne fait pas une tellement grande différence. OK. C'est sûr, c'est les doigts du pilote qui vont faire la différence, peut-être. Ensuite, ben là, on a choisi notre frame. Exemple, on y va avec celui-ci, là, 190. Donc, je pense que le mieux, c'est de prendre un frame de 210-180 mm. C'est moins gros, puis ça peut nous permettre de passer à des endroits plus serrés. Il faut dire que c'est pas plus économique parce que c'est plus petit. Non. En fait, les composantes, c'est les mêmes en général. Les prix sont les mêmes pas mal aussi. Là. Fait que là, après, quand on a choisi le frame, là, on y va avec le contrôleur de vol. Ouais. Avec nous aujourd'hui, Martin Laporte. Lui, il connaît l'histoire du contrôleur de vol. D'où que ça vient, ça? Salut, Martin. Ça va bien? Salut, Martin. Bien, vous autres? Oui. Martin, ça vient d'où, le contrôleur de vol? Comment ça a été inventé, ça? Ben, en fait, le contrôleur de vol, c'est le cerveau du drone. OK. C'est ce qui va permettre au système d'être capable de voler puis de garder son assiette. Il y a environ 5 à 7 ans, les premiers contrôleurs de vol, multi-Wii, UAVP, microcoptères, qui étaient des grosses plateformes qui nécessitaient un empilage de sensors qui était excessivement coûteux à l'achat. Après ça, il y en a qui ont compris que dans l'intégration, on était capable d'arriver à des bons résultats. Donc, le DIY, d'où vient le do-it-yourself, d'où vient à peu près tout ce qu'on voit ici aujourd'hui,
Il y a des gens dans leur salon, dans leur sous-sol, qui se sont dit, la Nintendo Wii, c'est intéressant ça, gyroscope, accéléromètre, manette à 50$. Ils ont pris le système à l'intérieur de ça, ils ont intégré ça avec un petit board Arduino, Wow. petit algorithme bien simple, premier drone en vol, réussir de façon très, très erratique, mais ça volait. Après ça est venu tous les téléphones intelligents. Fait que les accéléromètres, les gyroscopes se sont démocratisés, les coûts, les usines, ça a baissé beaucoup. Puis après ça est venu toutes les puces GPS qui là, ont vraiment amené le drone à un autre niveau. OK. Aujourd'hui, on parle de contrôleurs de vol qui sont 10 à 15 fois plus petits et 10 à 15 fois moins coûteux que ce qu'on avait Ça a beaucoup évolué, il y a environ 5 ans. Dan, tu te souviens-tu qu'on a commencé à voler avec nos premiers drones? On avait des contrôleurs de vol, des cocas, des cucus. C'était comme ça. C'était pas mal cucu, oui, en effet. Merci, Martin. Ouais, ça m'a fait plaisir. Merci de faire beaucoup. mon petit tour. Merci. Donc, Yann, c'est quoi qui est le plus populaire présentement d'un contrôleur de vol? Là? Ben là, le NACE 32, c'est le déclin, là. Ça, c'est terminé. Mais non, c'est pas terminé. Ah, reste- ça roule encore, Ben le oui, 32? ben oui. C'est pas mauvais non plus. Là, Ben moi, j'ai ça dans toutes mes machines. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Là, Mais là, on a mais, une puce F1 là-dessus. Là, on a une F3 sur le petit Pico BLX. Là, je l'ai amené parce que je trouvais intéressant le format. Je sais pas si tu peux voir, Dan, un petit zoom sur Ah. nos petits contrôleurs ici. En plus, ben, il y a un PD, il y a une carte de distribution de voltage, hein, je vais le dire en français, d'intégrer. Donc, on peut brancher les AC, la batterie, la lipo jusqu'à 6S OK. dessus. Et puis, toutes les connexions, les UART, tout est là. Donc, dans ce format-là, ça nous permet de mettre ça dans un drone de 130. Fait que celui-là, il y a on-display. Ça veut dire que Non. les... Il n'y a pas le OSD non Il n'y a pas plus. l'OSD, celui-là. OK. Non. OSD, on a ça dans un all-in-one. Je l'ai dans un drone là-bas. Là. Il est caché, OK. là, mais un sirène, là, il y a un VTX, il y a un OSD intégré dedans. Ça fait qu'on a une carte, plus une alimentation, puis on a tout intégré. Ça s'en vient vraiment... Fait que là, on a quand même une puce F3 là-dessus. Là, ici, on a une F4. Ça, c'est le nouveau Revolt de Raceflight. Puis OK. c'est un nouveau aussi configurateur qui est différent de ce qu'on connaît. Parce que ça, c'est exploité avec CleanFlight. Et puis Betaflight. Et puis c'est du multi-Wii dans le fond. Là. Ça fait que Ça, c'est les multi-oui, ça, c'est les applications, les programmes pour faire la programmation. la base. OK. Comme il nous parlait tantôt, Martin. Martin. Que, en fait, au départ, les sensors, tout ça, mais c'est OK. parti de multi-Wii Nintendo. Hein. OK. Fait que ici, ça c'est relativement nouveau. Je peux pas en parler beaucoup parce que moi, personnellement, je l'ai même pas encore installé sur aucune de mes machines. J'ai déjà vendu plusieurs. J'ai du feedback. À date, c'est numéro 1, mais c'est encore en développement. C'est pas au point complètement au niveau du firmware puis du programme comme tel. OK. Mais les performances, c'est prometteur. Ça reste qu'il y a plus de capacité avec ça. Donc, ça, mais OK. c'est pas tout, par exemple. On me dit que on a des réponses des gens pour à propos des lunettes. Là. Ah, Specman. Donc, Specman, ça serait des lunettes qui sont assez populaires. C'est quoi les Specman? HD2. Oui, les HD2. J'aimerais ça avoir les modèles que vous avez. Des Flatsight Specman V2, exactement. Ben, c'est ça que j'ai. Arnaud. Ah, Arnaud! Dom Moi aussi, V2. Dom V2, Jérôme. Dominator, Jérôme, oui. Des très bonnes lunettes aussi. Sébastien, des Fat Shark. Je pense que Fat Shark, c'est pas mal eux autres qui ont la première place sur le marché, Gabriel. Hein, c'est les premiers à avoir sorti des lunettes First Person Viewer. Là. Puis, Ils ont pas mal la dominance sur le marché. Il y a beaucoup la plupart des pilotes, en tout cas au haut niveau, volent avec ces lunettes-là. ouais. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est ces lunettes-là qui les rendent des meilleurs pilotes? Moi, je pense pas. Non. C'est juste qu'ils ont cette position sur le marché très longtemps. Ouais. Ils ont la popularité un petit peu comme iPhone avait. Bon, en fait, c'était les premiers. Oui, c'est ça. Ça, on parlait ici, Yann, de... Ben là, il faut alimenter ça. Hein, quand il n'y a pas de PDB intégré, évidemment, ça prend un PDB. Je n'ai amené un pour moi. PDB, ça, c'est un distributeur de voltage en français pour envoyer le voltage au ESC et au contrôleur de vol. C'est ça qui va fournir l'alimentation au drone. Donc, on rentre du 12 volts ici. Il y a beaucoup de systèmes de caméras qui ont besoin de 5 volts, même des contrôleurs de vol qui ont besoin du 5 volts. Fait que ça va générer du 12 volts et du 5 volts. C'est bien ça? En fait, les deux becs, oui, les battery eliminator circuit qu'on dit. OK. Donc, c'est pour réduire le voltage. Mais on peut rentrer du 4 à 6S dans ça OK. pour alimenter des ESC. OK. Fait que là, la lipo, une 4S direct dessus, puis on alimente notre quad, les moteurs, les ESC OK. via ça. Ensuite de ça, les composantes importantes à choisir, c'est les ESC.
Ça, c'est justement ce qui va donner le voltage au moteur. Oui, c'est ça. Puis là, ben, on va aussi tout de suite introduire pas loin le moteur parce que dans le Oui, fond, hein, ils sont ça va en lien, les ensemble, deux. hein? Suivant Donc- la dimension du cadre, 190 exemple, OK. ben, tu sais, Fait que si on prend un cadrage comme ça, ouais, on peut rouler ça en 4. Je pense qu'en pod, on peut mettre 5. Me trompes-tu? En pod, on peut mettre 5 en pod, celui-là. Hein? 5 pouces? Ouais. Ouais, 5 c'est ça. pouces. Donc, à 22,05, on serait parfait. En voiture. 22,05, c'est quoi exactement les chiffres, Yann? Tu peux-tu nous expliquer ça aux gens? Diamètre stator, hauteur. Donc, à l'intérieur, je veux dire en anglais, c'est le coil, le stator. OK. Ça va être la dimension de tout ça. Puis, il y a les KV aussi. Donc, il y a la hauteur, le diamètre du moteur qui est le premier chiffre. Ensuite de ça, la hauteur du moteur. Du stator, on va le dire, à Le l'intérieur. stator là, à vraiment l'intérieur, précis, ouais, le c'est ça. coil dans le fond. Ouais, parce que ça, c'est Les filaments qui produisent l'électricité. Parce que la cloche avec les ESC, avec les aimants, ça, c'est un autre... C'est un autre composant. Les KV, ça, on peut expliquer ça comment, les KV? Ben, en fait, ça va être un peu comme une révolution par minute, un RPM. Là, un KV, ça va nous C'est le permettre de calculer voltage, la j'imagine. vitesse de rotation kilovoltage OK. fois le voltage. Bon. Donc, sur un frame, ce qui va faire la différence sur les ESC, l'ampérage, évidemment, ça, c'est un 20. Ça, c'est un 20. Ici, c'est un 4 dans 1. C'est le même, mais en passant, là, exactement pareil, mais 4 dans 1. Donc, j'ai 4 fois le même ESC ici. OK. On peut les mettre de même. Là, Gros avantage, celui-là, si on regarde, si on montre ça aux gens, Dan, ça prend beaucoup moins de place. Ça va faire un travail beaucoup plus propre aussi. Peut-être le seul désavantage, ça va être que si on brûle un ESC, il faut changer la plaquette au complet. Donc, ça serait peut-être le point négatif là, par rapport à ça. Les autres ESC vont aller en fonction de... Toujours ce qu'on veut utiliser comme moteur et hélice aussi, évidemment. Ah, les hein. hélices, justement. On va y arriver, parce que là, si on prend une hélice qui a beaucoup d'agressivité, bullnose 45, même 51, ben là, je n'irai pas avec un 20 ampères, là, je On va vais le brûler. l'exploser, on va le brûler. Justement, Daniel, ici, notre caméraman, il va venir nous parler de ça, les hélices. Oui, on va parler là, justement. Ça va nous aider pour les gens qui ne savent pas, là, c'est quoi les chiffres exactement sur les hélices. Dan, salut, ça va? Salut Pat, ben oui. Puis, ça va bien? Salut. Super bien. Les chiffres sur les hélices, Daniel, comme celle-là ici, c'est une 5 par 40, ça, c'est une 50-50. Comment qu'on pourrait expliquer ça aux gens? Bien, si on regarde celle-là ici, c'est indiqué en métrique. 50-50, on parle de 50 mm de diamètre. OK? Et puis, le deuxième 50, c'est que sur une rotation 360 degrés, si elle était dans un état solide, là, comme tel, elle monterait de 50 mm par révolution. OK. Donc, on parle aussi d'une 12-10, admettons, sur les avions, là, qui sont des plus grosses hélices. 12 pouces de diamètre, 10 pouces de propulsion par révolution. Ah, ben voilà, si vous aviez... Ça, J'aimerais ça savoir, les gens, là, les pilotes de drone, c'est quoi vos hélices préférées? Si vous pouvez nous répondre. Là, moi, je te garantis que Racecraft, ça le sort beaucoup. Les Racecraft, moi, j'en ai reçu justement de Rotor Geek. Je les adore. À date, ça va vraiment bien. Ça fait pas chauffer mes moteurs plus, mes ESC non plus. La pile non plus. Je pense que c'est vraiment la forme oui. la meilleure dont l'aérodynamisme de l'hélice est Il conçue. dit que c'est fait un petit peu comme une hélice d'hélicoptère. En tout cas, j'aimerais ça savoir avec quoi vous volez. Si vous volez avec des 4 blades, des 3 blades ou les premières qui ont sorti des deux pales qu'on dit. Là, Donc, on a terminé. on a terminé avec ces pièces-là. Ensuite de ça, Yann, le système de transmission vidéo qui est quand même une pièce importante, Gabriel. Hein? Avoir une bonne qualité vidéo, c'est important. Ici, on a une CCD. Je n'ai pas amené, ou j'ai des Fat Shark aussi, des bonnes vieilles CMOS, là, Fat Shark, qui sont, je trouve, des super bonnes caméras. OK. Ce qui est important, en fait, ça va être aussi, selon le choix du pilote, la vision qu'il aime. Mais une lentille là-dessus, c'est une 2.1. Une 2.5 est super populaire. Ça va nous donner un angle de vision différent, donc une perspective devant nous qui est différente. OK. Mais quand même, une caméra, ça va être le CCD, ça va être le sensor intérieur. Donc là, on peut vraiment changer, personnaliser la couleur. Comme on aime. Oui, exactement. OK. Ensuite, l'antenne, c'est sûr, bon, je te cacherai pas que des antennes, il y en existe des centaines. Oui, justement, Dan avec nous, pas Daniel, Carl, il en a fait longtemps des antennes. En général, les antennes sur le marché maintenant sont peu chères et bonnes, et puis solides aussi. Fait Oui. que, on peut cracher, puis on ne brisera pas nécessairement la coquille ou l'antenne. OK. Puis le VTX, ben là, le transmetteur, ça reste la composante, tu en as besoin, ça fait partie de tes yeux. Puis ça, c'est bien important quand vous allez choisir un VTX, quand vous venez aux événements de course,
au-dessus de 200 milliwatts, c'est pas permis parce que ça va brouiller les ondes des autres. Puis il y a aussi, celui-là, tu me disais qu'il y a un net avantage. Ben, il y a d'autres maintenant aussi, là, mais lui, j'ai le mode PIT dedans à l'intérieur, donc qui n'alimente pas. En fait, il n'y aura pas d'émission de Donc, vidéo. on va pouvoir le faire fonctionner, lui, en PIT. On va pouvoir jouer avec notre drone sans être obligé de débrancher le VTX parce qu'il y a un mode qu'on pourrait appeler puits. Quand vous êtes au puits, donc il est désactivé. Ça, c'est celui que j'ai fait fabriquer, en fait, là, qui a 40 canals, 3 puissances. On a 25, 200 et 600 milliwatts. On va falloir le tester. Ah, Jérôme, lui, il vole avec du 50-45 pour la course des Gem Fans. Du 3 blades, du dalle, du 5,45 aussi. Donc, 3 dalles. C'est pas pire déjà. Hein? Les 3 blades, c'est quand même populaire. On les connaît pas, eux, hein? Non, mais c'est nouveau. Ça me dit rien du tout. Ben, c'est le fun que vous participiez avec nous, les gars. C'est vraiment plaisant. Pour la partie vidéo, c'était ça, hein? Puis ensuite, Donc, on a fait pas mal le tour. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission avec nous. C'est vraiment plaisant. Comme je vous ai dit, on est en développement. Si vous avez des idées ou des commentaires, gênez-vous pas. Il y a un courriel. Vous pouvez m'appeler aussi. Vous me connaissez sur Multirotor Event. Je suis facile à rejoindre. On va avoir un concours. Je lance un concours pour la première émission. Je vais faire tirer un quad comme ça. Ça va être de créer le logo pour notre émission. Donc, on va faire un logo. J'aimerais ça que vous créiez notre logo. Puis, on va faire choisir les spectateurs pour le plus beau logo. La personne qui va avoir créé la plus belle pièce va se remporter ce quad-là. C'est un quad FP avec système de caméra et tout. Donc, mettez-vous à vos crayons. Puis, dans les prochaines émissions, on va regarder qu'est-ce que vous nous avez envoyé sur le courriel. Prochaine émission, on va parler des ailes volantes. Donc, on va avoir des invités spéciaux aussi qui vont venir nous parler des ailes volantes, des compagnies qui en fabriquent. Donc, d'ici là, merci d'avoir participé. Au revoir. Hey, merci Yann, encore une fois. Merci Gabriel, Martin, tout le monde. C'était vraiment plaisant. c'est cool, ça.